Bon, on est d'accord, le projet de loi de finances est en train de faire pleuvoir des amendements concernant l'immobilier, et là je vais vous parler spécifiquement de la taxe sur les plus-values de la résidence principale qui vient d'arriver. Et désolé, je sais que ça va faire mal, et peut-être que certains vont me jeter des cailloux, mais sincèrement, le gouvernement a raison de le mettre en place. Je vais vous expliquer pourquoi, et bien sûr je vous donnerai un exemple. Allez, c'est parti. Bon, clairement, c'est un amendement auquel on s'attendait pas du tout. Il n'était pas vraiment dans les rapports ou dans les projets de loi. Pour la première fois de son histoire, on parle d'une nouvelle taxation sur les plus-values concernant les achats de résidences principales. Je rappelle que la résidence principale, c'était le dernier cas d'exonération. Sur le principe, vous pouviez acheter 100 000 euros, revendre 1 million d'euros et prendre 900 000 euros net dans votre poche. Bon, bah ça, le gouvernement veut y toucher. Et dans cet amendement qui a été voté le 16 octobre, ce qui est reproché, c'est pas que les gens fassent des plus-values, mais c'est de faire des plus-values à court terme, puisqu'en fait, tous les rapports depuis le début de l'année, je rappelle qu'il y a eu un projet de loi transpartisan, ils ont reçu des tas de professionnels pour parler de l'immobilier et d'essayer de trouver des solutions pour savoir réguler ce marché qui est en bulle depuis des années. D'ailleurs, on ne sait même pas si on peut vraiment appeler ça une bulle quand les prix ont explosé depuis 2005 et restent toujours à des plafonds élevés, n'est-ce pas? On peut se poser la question. Mais l'idée de cet amendement, c'est de faire sauter ce qu'ils appellent les culbutes spéculatives, c'est-à-dire les gens qui achètent et qui revendent à court terme en faisant des plus-values importantes. En fait, ils veulent revenir à l'utilité de l'habitat, c'est-à-dire avoir un foyer, et que ça ne devienne pas un outil de développement de business avant votre propre production, c'est-à-dire ce que vous apportez avec votre valeur de travail, ce qui fait la richesse du pays. Et selon le gouvernement, c'est une pratique courante. Bon, ça reste à prouver, mais ils ont effectivement montré que dans certaines zones touristiques, il y avait eu des culbutes spéculatives énormes à court terme, et ça, ils veulent le stopper. Donc l'idée de l'amendement, c'est quoi? C'est de dire, si vous achetez une résidence principale et que vous revendez avant 5 ans de détention, vous serez taxé au titre des plus-values. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui du calcul des plus-values parce que celui-ci est probablement également en train de changer et je vais vous en parler dans une autre vidéo qui va sortir dans les 24-48 heures également. Mais concrètement, la taxe sur les plus-values aujourd'hui, c'est 36,2%. Pareil, je ne rentre pas dans le détail, mais si vous faites 100 000 euros de plus-value, eh ben logiquement, vous êtes censé rendre 36 200 euros à l'État. Et vous allez faire donc une culbute nette, quand même, parce que ça s'appelle une culbute, de 63 800 euros net. Ok? 100 000 moins 36 200. Alors bien sûr, ils intègrent des cas dans lesquels on ne sera pas taxé sur la plus-value. Il va falloir attendre le vote définitif et les décrets d'application pour savoir exactement qui est concerné, mais ce qu'ils disent dans l'amendement déjà, c'est que ne seront pas concernées les personnes qui subiront un motif familial impérieux. C'est quoi un motif familial impérieux? C'est par exemple une grave maladie, un départ en EHPAD, un décès, ou bien une séparation. Et également, ça ne concernera pas les gens qui revendent cette résidence principale en faisant de la plus-value, peu importe, mais qui rachètent une autre résidence principale. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va concerner principalement les personnes qui achètent une résidence principale, font une grosse plus-value à court terme et décident de partir en location. Mais ça, sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. La plupart du temps, les gens vendent une résidence principale pour en acheter une autre. Et donc, vous avez compris que si c'est pas pour en racheter une autre, c'est que généralement, il y a un motif impérieux. Par exemple, un couple qui se sépare ne va pas forcément racheter tout de suite, ils vont chacun partir en location, mais dans ce cas-là, ça rentrera dans les motifs et ils ne seront pas taxés sur la plus-value. Donc, ne crions pas au loup tout de suite, attendons le décret d'application et les motifs généraux. Là où on peut s'inquiéter un petit peu, c'est que un motif familial impérieux, c'est bien sûr une séparation. Mais c'est quoi une séparation? Est-ce que c'est une rupture de Pacs? Est-ce que c'est un divorce? Ou est-ce que c'est une séparation de concubins? Il y a un truc qui m'inquiète là-dedans, ce sont les concubins. Retenez cette phrase, les concubins ignorent le droit ignore les concubins. Donc si vous n'êtes pas vraiment capable de prouver que vous étiez en couple, potentiellement, eh ben peut-être que vous risquez d'être taxé sur la plus-value. Mais bref, attendons. Si on prend un cas concret, partout sur Internet, on voit les personnes se plaindre de la bulle immobilière et de l'explosion des prix de l'immobilier en France. Oui, mais qui se plaint? En général, ce sont les acheteurs, pas les propriétaires. Quand un couple a par exemple acheté un bien 300 000 euros en 2017 et le revend même pas 5 ans plus tard, entre 2021 et 2022, et le revend 400 000 euros. Donc ils achètent 300, ils revendent 400, donc ils font 100 000 euros de plus-value. Déduit des travaux, etc. C'est vraiment le contexte qui fait qu'ils prennent 100 000 euros net dans leur poche. Eh bien en général, ces gens-là, ils se plaignent pas de faire 100 000 euros de plus-value. Qui se plaint? Ce sont les nouveaux acheteurs, les nouveaux arrivants qui arrivent sur le marché, pour qui c'est de plus en plus difficile. Donc comprenez à quelque part que le but du gouvernement ici, c'est d'améliorer ce qu'on appelle le parcours résidentiel. C'est que les gens puissent quitter les locations pour devenir propriétaires. Il faut qu'il y ait un roulement. Et ce roulement, il se fait de moins en moins. Les pauvres sont de plus en plus pauvres. Les jeunes n'arrivent pas à devenir propriétaires. Ça devient de plus en plus compliqué. Et ça, je vous le dis également en tant que propriétaire. Donc, on est tous impactés par cette mesure. Bien sûr que c'est embêtant de payer des taxes. Mais essayons juste de prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation.
Et au passage, ça ne veut pas dire que cet amendement est véritablement la bonne solution. Rappelez-vous aussi que les projets de loi de finances, ils sont votés tous les ans. Donc des changements, il peut y en avoir encore l'an prochain ou dans 2-3 ans. Mais en général, on trouve une solution en faisant des essais-erreurs. Et là, l'idée, c'est de dire, on veut éviter les culbutes spéculatives à court terme. Maintenant, je vous donne un exemple, mais je ne veux pas rentrer dans le débat politique. Quand vous achetez 300 000 euros et que vous revendez 400 000 euros, vous faites donc 100 000 euros de plus-value nette. C'est 100 000 euros nets qui vont directement dans votre poche sans passer par aucune taxe. Quand on y pense, c'est quand même assez fou. Imaginez une personne qui fait 100 000 euros de plus-value en 4 ans. Donc ça veut dire que son appartement lui a rapporté net 25 000 euros par an pendant ces 4 ans. Imaginons qu'elle soit salariée. Est-ce que vous savez combien elle aurait dû gagner pour percevoir 100 000 euros net dans sa poche? Eh bien, c'est pas compliqué. Si elle est salariée, ça aurait coûté à son employeur 250 000 euros pour que cette personne ait 100 000 euros net dans sa poche. Donc 250 000 euros pour l'employeur, grosso modo 170 ou 180 000 euros bruts de salaire pour ce particulier, pour ce salarié, 140 000 euros net et 100 000 euros net après impôt. Vous imaginez le delta par rapport aux rémunérations classiques? Alors je sais que certains vont m'opposer les revenus du patrimoine aux revenus salariés, mais quand même, vous imaginez la différence? Et donc clairement, le gouvernement veut s'attaquer à ça. Et je vous le disais, je ne veux pas rentrer dans le débat politique, mais il n'y a pas si longtemps que ça, une ministre a dit que la problématique en France, c'est que les revenus du patrimoine immobilier des Français rapportent plus que leur propre salaire. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le problème, est-ce que c'est l'immobilier ou est-ce que c'est le fait que les salaires soient trop bas? Bon, j'arrête pour la politique. Et un autre problème qu'on observe quand même depuis pas mal d'années, c'est les coachs immobiliers qui poussent de partout en vous disant de faire des opérations de culbute spéculative sur votre résidence principale. Ne croyez pas que les députés ne sont pas au courant des messages qui sont diffusés sur Internet. Ce qu'ils veulent, je vous le disais, c'est stopper une tendance. Il y a 10 ans, les coachs immobiliers disaient « Faites de l'investissement locatif, utilisez les méthodes différentielles des banques et enrichissez-vous pendant des années. » Et quand les banques ont fini par resserrer un peu les vis, et que eux avaient amassé beaucoup d'argent, ils se sont dit « Mais en fait, on gagne encore beaucoup plus en faisant de l'achat-revente. Acheter, rénover, revendre. Ou acheter, découper, revendre. Et on va dire aux particuliers de faire la même chose. » Donc ils ont commencé à dire à tout le monde « Faites des opérations d'achat-revente en marchand de biens professionnels. » Le problème, c'est qu'ils ont bien remarqué que pour que le Français moyen puisse monter une société de marchand de biens et obtenir un prêt auprès d'une banque professionnelle pour ce métier, puisque c'est un vrai métier, le métier de marchand de biens, eh bien c'était très compliqué. Et en plus, clairement, c'est un métier à haut risque. Donc ils se sont de nouveau déportés en disant « Vous savez quoi, ce que vous allez faire, c'est acheter une résidence principale, la revendre et recommencer à chaque fois. Comme ça, vous êtes un marchand de biens, mais particulier. Et vous allez être exonéré totalement de taxes sur les plus-values. » Donc on envoyait de partout sur Internet dire « Achetez un immeuble de 4 logements, allez habiter dans le premier, rénovez-le, revendez-le, faites la même chose pour le deuxième, puis pour le troisième, puis pour le quatrième. » Bon, vous savez quoi, en fait, je comprends la démarche, mais il y a une limite à ça. Et il faut être sincère, beaucoup de gens ont compris qu'ils pouvaient en faire un business. Et c'est aussi ça que le gouvernement veut stopper. Il ne veut pas du tout s'attaquer aux Français qui achètent une résidence principale, il vit pendant quelques années et décide de revendre pour acheter plus grand ou pour acheter plus petit selon sa situation familiale. Vous avez compris, c'est pas du tout ça. Donc en bref, attendons l'amendement final. Mais en attendant, évitons de mettre le feu partout, de penser que l'immobilier c'est terminé, qu'il faut plus en acheter, etc. Franchement, si on vous balance dans tous les sens qu'il faut arrêter d'acheter de l'immobilier, prenez du recul sur ce type de conseils. Oui, tout est en train de bouger, mais croyez-moi, dans ma carrière, j'ai rencontré des clients qui font de l'immobilier depuis 50 ans, 60 ans pour certains. Ils ont vécu énormément de changements. Pourtant, s'ils avaient à le refaire, évidemment, ils referaient exactement la même chose. Ils achèteraient de l'immobilier. Mais ça, bien sûr, ça va dépendre de sa situation personnelle. Prenons du recul et on en reparle bientôt. Donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me challenger, à ne pas être d'accord avec moi. Franchement, je me ferai quand même un plaisir de vous lire. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on en reparle prochainement. À bientôt. Ciao.